Le débat africain. Alain Foucault. C'était une résolution, un engagement des chefs d'État africains lors du 50e anniversaire de l'Organisation de l'Unité africaine devenue Union africaine. Un projet ô combien séduisant avec une feuille de route principale et des mesures pratiques pour faire taire les armes en Afrique d'ici 2020. À 3 ans de cette échéance, quel bilan dressé de cet ambitieux programme qui devait enfin permettre le retour de la paix et impulser le développement sur le continent. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est ce dimanche installé dans la magnifique ville balnéaire de Bahir Dar en Éthiopie, au bord du célèbre lac Tana, avec de prestigieux invités sur ce plateau pour débattre de cette question de la paix et de la sécurité en Afrique. Sujet largement évoqué lors de la rencontre de haut niveau organisée par Tana Forum, qui est devenu le cadre des discussions sur ces questions de paix et de sécurité en Afrique. Mais également de quelques-uns encore en exercice comme le président Yoweri Museveni d'Ouganda ou encore le premier ministre Haile Mariam Desalegn d'Éthiopie, pour ne citer que ces deux-là. Plusieurs invités donc sur ce plateau. D'abord le président Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria. Il est le seul à l'avoir été 2 fois. Il est également le président de Tana Forum qui est devenu le cadre de discussion et de négociation des questions de paix et de sécurité en Afrique. Bonjour Monsieur le Président et merci d'avoir accepté notre invitation. Thank you. It's always a pleasure to be with you, my brother. Thank you. Notre second invité est également un ancien chef d'État, celui du Burundi, Pierre Buyoya, qui lui aussi a dirigé son pays 2 fois, de 87 à 93 et de 1996 à 2003. Aujourd'hui, le président est particulièrement actif sur le continent pour les questions de sécurité, tant au sein de l'Union africaine, qui le sollicite souvent pour mener des missions comme au Mali, que des Nations Unies. Il était, il y a encore peu, membre de Tana Forum, justement. Il est arrivé au terme de son mandat. Bonjour, Monsieur le Président Pierre Buyoya. Bonjour, Monsieur Alain Foucault. Notre troisième invité est un acteur principal de la vie politique du Congo. Vital Kamerhe est l'ancien président de l'Assemblée nationale congolaise de 2006 à 2009. Ancien ami proche du président Joseph Kabila. Il est aujourd'hui le président d'un parti d'opposition, l'Union nationale congolaise, l'UNC. Bonjour Vital Kamerhe. Bonjour Monsieur Alain Foucault. Une jeune sur ce plateau, une étudiante de l'Institut des relations internationales de Yaoundé, l'IRIC, l'une des plus importantes écoles de relations internationales d'Afrique. Elle est ici à Bahir Dar à l'invitation de Tana Forum puisqu'elle est la lauréate du concours universitaire panafricain de dissertation du 6e forum de Tana. Guégan Nelly Farah. Elle représente sur ce plateau une certaine jeunesse désireuse de se prononcer sur cette question de paix et de sécurité. Bonjour Nelly Farah. Bonjour M. Foucault. Voilà pour notre plateau. Alors Monsieur le Président Obasanjo, lorsque l'on regarde le nombre de conflits en Afrique et ceux qui menacent de démarrer, on ne peut s'empêcher de penser que les chefs d'État africains ont été irréalistes en 2013 lorsqu'ils fixaient cet objectif de faire taire les armes en Afrique en 2020, non? Yes. Oui. 2020 may not be realistic. 2020 n'est peut-être pas réaliste, mais nous conservons 2020 comme As I objectif. did say yesterday in my panoramic view, Comme je l'ai dit hier dans mon discours d'observation générale de la situation security landscape sécuritaire en Afrique, in Africa, we are definitely nous avons de moins en moins de ce que less je and pourrais less appeler of what I des will conflits call armés. gun conflict. Now, in fact, we are now getting more and more of protests, what I call En réalité, street nous avons maintenant de plus en plus de ce que je pourrais appeler des révoltes, des manifestations dans les rues. and bad. It is good Ce qui because est people à la are fois taking power une in bonne their hand. et une mauvaise They chose. are not complacent C'est une bonne chose car les peuples with prennent le pouvoir en main. getting away Ils ne sont plus complaisants murder, if you like. vis-à-vis des abus They are de now leurs saying, dirigeants. yes, you are Ils our élèvent leader, leur voix but et disent the power you « Oui, exercise vous êtes nos dirigeants, derives from mais us. votre pouvoir vient de nous We must et nous be ne united. devons pas être If oubliés. not, Sinon, we will nous vous montrerons que c'est nous qui avons le pouvoir. » Ils manifestent contre les impôts, les conditions de vie, le chômage. Ce sont des sujets qui sont de plus en plus mis en avant. Il existe encore, je dirais, 3 types de conflits armés. Of gun conflict. We have terrorism, Boko Haram, Il y a le terrorisme, especially in my
typiquement Boko Haram dans ma région du monde, qui s'étend dans mon pays et les pays voisins. Nigeria, Tchad and Cameroon. Yeah, Nigeria, Chad. Oui, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun. Et le Niger, dans tous ces pays. Countries. But even that, we are dealing with it. Mais nous gérons ça. The level of Le niveau de violence, de la férocité des violences a baissé. has gone down. Boko Haram ne s'est pas calmé, non. Mind you. Mais Boko Haram a été affaibli. Maintenant, si nous ajoutons à ce que j'appelle le bâton, ou ici le pistolet, si nous ajoutons la carotte, ou ici le développement de la région, parce que si vous prenez la situation au Nigeria en particulier, nous avons, et je donnerai quelques chiffres sur l'éducation, dans le sud-ouest, la région autour de Lagos, les filles sont éduquées à 80%. Dans le sud-est, vers Port Harcourt, dans la région d'Ibo, nous avons 79% d'éducation. Dans le nord-est, où il y a une forte présence de Boko Haram, le fief de Boko Haram, c'est 25%. C'est énorme, totalement insignifiant. Et ce niveau d'éducation a un effet sur le taux de mortalité infantile, sur le taux de mortalité lors de l'accouchement, sur la qualité de vie. Ça a un effet sur tout. Les opportunités d'emploi. Nous devons faire d'énormes efforts, tout particulièrement pour le développement de cette région du Nigeria. On va revenir sur cette question du Nigeria et de l'ensemble des guerres. We will come back for all that questions of Nigeria, Boko Haram and those wars. But regarding the numbers of wars today, do you think it's more or less? It is less. Il y a moins de guerres. In fact, the statistics that I have. Il y a moins de guerres aujourd'hui. D'ailleurs, les chiffres que j'ai montrent qu'il y a 36% de conflits armés en moins qu'avant. Mais la natalité stagne à cause de Boko Haram et des Shebab. En Libye, on va en parler tout à l'heure. Président Bouyoya, j'ai envie de parler de ça également avec vous. Vous avez été au Mali pendant toute cette période avec la grande crise que le Mali a connue. Quand vous regardez tout ceci, avez-vous l'impression, comme dit le président Obasanjo, qu'on a été irréaliste? Oui, de mon point de vue, l'objectif de faire taire les armes pour 2020, c'était un objectif idéaliste. Mais la réalité est autre chose. Cet objectif était fixé en 2010. Et si vous regardez la tendance des conflits depuis cette époque, c'est vrai, il y a un type de guerre et de conflit armé qui a diminué, notamment les rébellions qu'on a connues dans les Grands Lacs, qu'on a connues au Libéria, en Sierra Leone. Mais en même temps, il y a d'autres types de conflits qui ont émergé, notamment le terrorisme. En Somalie, le terrorisme consécutif aux événements en Libye, à ce qu'on appelait le printemps arabe. Si vous regardez, par exemple, la région du Sahel, que je connais le mieux, là, on ne peut pas dire que la violence a diminué, la violence a augmenté. Et de plus en plus de pays qui hier étaient plus ou moins stables sont déstabilisés. Prenez les pays du bassin du lac Tchad, les 4 pays. Cameroun, Nigeria, Niger, Tchad. Prenez maintenant aujourd'hui la déstabilisation qui prend source au Nord Mali. Le Mali, le Burkina Faso est touché, le Niger est touché. Et de mon observation, la tendance n'est pas à l'apaisement, mais la tendance est à l'extension. Là, c'est plutôt la différence de ce que disait le président Obasanjo. Well, maybe we are not looking with the same prism or with the same Bien, binoculars. peut-être que nous ne regardons pas avec le même It depends prisme. on how
ou de la même façon. Tout dépend de comment vous faites vos calculs. Mes propres calculs montrent qu'il y en a moins, tout particulièrement dans les pays africains en guerre, et même en conflit intra-africain. Il y en a moins. Maintenant, lorsque vous prenez en compte le terrorisme, bien sûr, au Nigeria, nous n'avons pas de guerre intra-africaine ou intra-nigériane, mais nous avons du terrorisme. It's war, President. C'est la guerre. Yeah, it's a war, but it's a war in a different sort of form. C'est une guerre, mais c'est une guerre qui prend une forme différente. Ce dont nous parlions jusqu'à présent, c'était d'une guerre qui avait un sens, menée par un pays ou une région, par exemple au Soudan du Sud, où la guerre a duré des années. Cette guerre avait un but, soit la création d'un nouveau Soudan, soit la sécession. Boko Haram au Nigeria n'a pas de but autre que de terroriser. Je comprends bien que la guerre, comme la guerre civile au Nigeria, la guerre au Soudan ou des guerres menées dans d'autres coins, comme en République démocratique du Congo, ces guerres ont toutes un objectif politique clair. Boko Haram n'a pas d'objectif politique. Vous voyez ? Ils n'ont même pas d'objectif sociétal. Ils ont enlevé plus de 200 filles. Pourquoi ce silence autour de cette question ? On n'entend pas les chefs d'État parler de cela. Que sont devenues ces 200 filles ? Les filles, c'est une situation malheureuse. 276 filles ont été kidnappées il y a plus de 3 ans. Nous n'avons pas pu assurer le retour de plus de 50% d'entre elles. Ce que mes sources me disent, et je les crois être des sources fiables, c'est que 60 et 80 d'entre elles sont mortes. Mortes suite à des morsures de serpents, mortes de maladies, mortes en accouchant. Environ 80 sont mortes. Une centaine auraient été radicalisées. Encore plus radicalisées que leurs kidnappeurs. Plus radicalisées que ceux qui les ont enlevées. Donc, des 276 filles enlevées, nous ne recherchons plus qu'une centaine d'entre elles. Une petite cinquantaine a été trouvée. Donc, au mieux, nous pourrons assurer le retour de 60-80 filles. Pas plus. C'est bien malheureux, mais c'est la réalité des faits. C'est aussi important d'assurer leur retour, même si nous ne retrouvons qu'une soixantaine de filles, leurs familles seront heureuses. Est-ce que les autorités nigériennes ont décidé de les abandonner parce qu'elles se sont radicalisées ? Le Nigeria n'a pas décidé de les abandonner. Comment est-ce difficile qu'on ne puisse pas les retrouver ? Well, as I said to you, many of them have been married away. Oui, comme je l'ai dit, nombre de ces filles ont été mariées de force à des hommes de Boko Haram, à des combattants. Quelques-unes vendues en esclavage pour financer Boko Haram, pour poursuivre leurs activités furieuses. Lorsque vous avez une situation comme celle-là, l'avantage est du côté de Boko Haram, pas du gouvernement, car ils ne sont pas implantés dans un lieu précis que le gouvernement pourrait décider d'attaquer pour libérer les filles. Ils sont éparpillés à travers un territoire et vivent parmi les populations à travers la région. Alors, j'ai envie de me tourner vers Vital Kamerhe en disant, vous avez aussi le sentiment que cet objectif, faire taire les armes en 2020, s'est échoué, parce que dans votre pays, depuis les indépendances, les armes ne se sont jamais tues et on a l'impression que les choses s'aggravent, surtout avec la situation politique en RDC. Je voudrais dire que les pères de l'indépendance en Afrique se sont battus pour nous libérer de la traite négrière. Et je pense qu'à ce moment-là, nous étions déjà mal partis, puisqu'il fallait une vision ambitieuse de l'Afrique, qui est un grand continent.
Et aujourd'hui, quand nous parlons des problèmes des armes, des groupes armés, des rébellions et même des terrorismes, il faut ramener tout cela à des causes. La première cause, c'est qu'il y a eu déliquescence de l'État dans la plupart des États depuis 1960 jusqu'à ce jour. L'État, c'est-à-dire l'armée qui est censée sécuriser les territoires, l'État, c'est-à-dire la police pour garder les personnes et les biens, l'État, c'est aussi la justice qui est l'épine dorsale de l'État de droit. C'est aussi l'administration publique. Et tout cela a régressé. 2. On ne peut pas aujourd'hui parler de réaliser cet objectif en 2020 si on ne regarde pas du côté du leadership. Quel type de leadership nous avons en Afrique? Est-ce que nos leaders, nous les leaders, nous avons une vision par rapport à cette jeunesse? Je suis très heureux d'entendre le président Obasanjo donner les divergences au niveau de l'accès à l'éducation au niveau du Nigeria. Ça, c'est l'une des causes. Quand les jeunes ne sont pas pris en charge, ils n'ont pas accès à l'éducation. Et quand ils terminent, comme c'est le cas pour mademoiselle Nelly, quand ils terminent, vous n'avez aucune projection de cette jeunesse qui est formée, ce qu'elle va devenir. Mais nous arrivons vers les catastrophes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. L'autre cause qu'on ne peut pas dissocier de ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est la démocratie. Quand les chefs d'État, nous les leaders, de l'opposition, beaucoup plus ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir connu les deux, nous avons été au pouvoir, nous sommes dans l'opposition, mais vous empêchez aux gens d'exercer les libertés fondamentales. Mais ils vont le faire par les armes, puisque c'est aussi une forme de violence qu'on n'a pas soulignée au cours de cette émission, qui est en train d'augmenter. Et hier, je suis heureux que le président Obasanjo ait souligné que le fait que les protestations dans les rues augmentent souligne que proportionnellement, les groupes armés vont diminuer puisque les gens vont prendre moins des armes parce qu'ils peuvent s'exprimer désormais librement. Mais nous disons aussi l'autre cause, on ne peut pas parler de faire taire les armes quand on n'a pas un projet de développement ambitieux. Mais ces jeunes qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas l'eau, qui n'ont pas de travail, mais ils ne peuvent qu'être de bons clients pour le terrorisme, pour les groupes armés. Le terrorisme et les groupes armés pour faire quoi? Il me semble que l'Afrique est en train d'oublier une chose. L'Afrique est devenue la première destination du monde aujourd'hui. Le continent il est vierge, le continent a 2/3 des terres arables du monde, le continent a des minéraux inexploités, le continent il a une jeunesse, 70% des jeunes de notre continent vivent avec moins de $2. Ça c'est le taux moyen. Il y a des endroits carrément où ils vivent avec $0 par jour. Et nous disons, dans des situations comme ça, qu'on m'a parlé des terres, les armes à l'horizon 2020. Je voudrais, pour ma part, que ceci soit inscrit dans un programme ambitieux, avec plusieurs secteurs, plusieurs filières. Il y a le rétablissement de l'autorité de l'État, si l'ensemble de nos États respectifs. Il y a la démocratisation effective, et là je salue que nous ayons sur ce plateau des chefs d'État qui ont accepté de quitter démocratiquement le pouvoir. C'est cela aussi qu'il faut... il faut enseigner partout ailleurs pour les chefs d'État qui ne veulent pas partir. Je voudrais dire aussi qu'il y a la question de l'encadrement de la jeunesse. Je me souviens qu'avec le général Kaloumé, à l'époque de M. Laurent Désiré Kabila, nous avions décidé et on avait démontré qu'il était possible de prendre tous les jeunes qui ne faisaient rien dans les grands centres urbains, à commencer par Kinshasa. On en a pris pour la première promotion 6 000. On a amené à Kanyamakassese, c'est dans les Katanga, pour le service national. Ces jeunes, voilà ce que nous sommes en train de dire, il faut leur apprendre le métier. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qu'on appelle les maïmaï, dans les groupes armés. Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes-là? Puisque c'est bien de critiquer. Qu'en fait-on si on veut qu'ils ne grossissent plus les rébellions et les mouvements djihadistes? On en parle dans une dizaine de minutes dans la seconde partie du débat africain, juste après une nouvelle édition du journal sur RFI. Nous serons toujours en compagnie des présidents Olusegun Obasanjo, Pierre Buyoya et de Vital Kamerhe, l'ancien président de l'Assemblée nationale du RDC. Bien sûr, Guégan Nelly Farah, notre lauréate, sera toujours en notre compagnie. Rendez-vous donc tout de suite après le journal. Restez à l'écoute de Radio France Internationale. Le débat africain, Alain Foucault. 0 coup de feu en Afrique à l'horizon 2020. C'était un objectif, un engagement pris par les chefs d'État africains en 2013. À moins de 3 ans de cette échéance, où en est-on?
Est-ce définitivement une ambition utopique au regard des foyers de conflits armés qui se multiplient sur le continent? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain qui est ce dimanche installé dans la magnifique ville balnéaire de Bahir Dar en Éthiopie, au bord du célèbre lac Tana, avec de prestigieux invités sur ce plateau pour débattre de cette question de la paix et de la sécurité en Afrique. D'abord, le président Olusegun Obasanjo, ancien chef d'État du Nigeria. Il est le seul à l'avoir été 2 fois. Il est également le président de Tana Forum, qui est devenu le cadre de discussion et de négociation de questions de paix et de sécurité en Afrique. Notre second invité est également un ancien chef d'État, celui du Burundi, Pierre Buyoya, qui lui aussi a dirigé son pays 2 fois. Aujourd'hui, le président est particulièrement actif sur le continent pour les questions de sécurité, tant au sein de l'Union africaine qui le sollicite que des Nations unies. Notre troisième invité est un acteur principal de la vie politique du Congo. Vital Kamerhe est l'ancien président de l'Assemblée nationale congolaise. Ancien ami proche du président Joseph Kabila, il est aujourd'hui à la tête d'un parti d'opposition, l'Union nationale congolaise, l'UNC. Une jeune sur ce plateau, une étudiante de l'Institut des relations internationales de Yaoundé, l'une des plus importantes écoles de relations internationales du continent. Elle est ici à Bahir Dar à l'invitation de Tana Forum parce qu'elle est la lauréate du concours universitaire panafricain de dissertation du 6e forum de Tana. Gegan Nelly Farah, c'est son nom. Elle représente sur ce plateau une certaine jeunesse désireuse de se prononcer sur cette question de paix et de sécurité. Voilà pour notre plateau. Nous avons terminé la première partie en parlant d'éducation comme l'une des solutions pour mettre un terme à l'enrôlement des jeunes dans les mouvements violents. Monsieur Vital Kamerhe, vous insistiez sur cet aspect. Pour vous, le plus urgent est de redonner espoir aux jeunes. Comme le disait d'ailleurs un peu plus tôt le président Obasanjo. C'est de former cette jeunesse. Justement, qu'en pense la plus jeune de ce plateau? Lorsque vous écoutez ces personnalités en parler, avez-vous le sentiment qu'elles ont pris conscience de vos préoccupations pour mettre fin à ces conflits qui sont un réel frein à votre développement? Très honnêtement, les préoccupations sont prises en compte. Il y a pas mal d'agendas. Les agendas sont nombreux pour la prise en compte des préoccupations de la jeunesse. Mon seul regret, c'est que ce sont les personnes, par exemple, je parle de mon président, les présidents de l'Afrique centrale et tout, qui sont censés mettre en pratique ces différents programmes, traînent encore le pas. On dit souvent que la jeunesse est impatiente. Je vous le confirme, la jeunesse est impatiente. Quand vous faites une formation sur 6 ans, vous vous attendez à ce que lorsque vous sortiez, vous obtenez un emploi. Mais non, les programmes TAD, tous les programmes que dont vous entendez parler maintenant, c'est 2035, 2060. On sera tous morts. Donc, je dois vous avouer que je sais, les préoccupations sont prises en compte, mais il est peut-être temps d'agir maintenant. Que répondez-vous à cela, président Buyoya? Oui, je crois que c'est juste et il faut prendre en compte les préoccupations de la jeunesse. Et si on regarde l'état de cette jeunesse, le manque d'emploi, comme on vient de le dire, le manque d'opportunités, d'éducation, je crois que ce sont les ingrédients pour les conflits armés. Vous savez, quand on est entré dans la démocratisation dans les années 90, on a dit que la démocratisation, c'était la solution aux conflits armés. Mais ça n'a pas été le cas. La démocratisation a amené de nouveaux conflits. Aujourd'hui, on dit que la solution, c'est le développement. Le développement va aussi amener des conflits. C'est déjà le cas. Le fait est que des inégalités, le fait est que les dividendes de la croissance, là où il y en a, ne sont pas équitablement partagés. Moi, je crois que ce que l'Afrique devrait faire, depuis les États, les régions, le continent, c'est d'abord renforcer les capacités de prévenir les conflits. Hier, on a entendu ici, à Bahir Dar, le président Museveni dire « c'est bien l'éducation, c'est très bien ». Mais pour lui, ce n'est pas ça la priorité. Président Obasanjo, est-ce que la solution à ces guerres-là, à ces conflits-là, ce n'est pas l'éducation? Est-ce qu'il avait raison en disant c'est d'abord le développement, les infrastructures? Let me say I agree. Je dirais que je suis d'accord avec mon frère qui dit oui, les dirigeants n'ont pas joué le rôle qu'ils auraient dû jouer. Je suis d'accord. Je suis aussi d'accord avec la lauréate de la compétition, Nelly, qui disait très justement hier, après ce que j'ai fait et la présentation que j'ai donnée ici, j'espère obtenir un emploi. Eh bien, je suis en compétition avec vous parce que je cherche un emploi aussi. Je suis aussi d'accord
avec ce que dit le président Buyoya, qui a dit que l'objectif 2020 était irréaliste, que nous n'y parviendrions pas avant 2020. Mais pourquoi n'y arriverons-nous pas? Je pense que lorsque les gens me demandent aujourd'hui quelle est votre plus grande crainte pour l'Afrique, je réponds la jeunesse. Ma plus grande crainte, c'est la jeunesse. Et si vous me demandez quel est selon vous le plus grand pari pour assurer le développement de l'Afrique, je vous répondrai aussi la jeunesse. Maintenant, nous parlons de démographie, de population. La population en soi n'est pas une mauvaise chose. Une population non éduquée, non qualifiée, qui n'a pas le pouvoir ou qui n'a pas d'emploi, ou encore pire, qui n'est pas employable, c'est cela le danger. Vous voyez, dans nos communautés, vous pouvez contrôler, parler de géopolitique, de division sectionnelle ou tribale. Mais si la jeunesse est désenchantée et se révolte, cela dépasse les religions. Cela dépasse la tribu, cela dépasse tous les niveaux sociaux, les classes et les zones géographiques. Et c'est cela ma plus grande peur. Nous sommes tous assis sur de la dynamite si nous ne nous occupons pas de notre jeunesse. Comme vous l'avez dit, en 2063, nous serons tous morts. Nous devons le faire aujourd'hui. Que vont-ils manger aujourd'hui? Et cela m'inquiète, notamment depuis que j'ai reçu une lettre au Nigeria d'une fille de 25 ans. Elle me disait, hier, nous ne connaissons pas. Aujourd'hui, nous sommes perdus. Et pour demain, nous n'avons pas d'espoir. Ça en dit long sur ce que devraient être nos priorités. L'espoir, c'est ce à quoi on se rattache, même dans le pire des situations. Et quand quelqu'un dit qu'il ou elle n'a plus d'espoir, il y a danger. Mais est-ce que cela ne montre pas que la solution au conflit passe d'abord par la formation de cette jeunesse? Vital Kamerhe. Et je voudrais dire que le développement et la démocratisation ne peuvent accentuer le conflit que dans une situation où, on n'a pas tenu compte de reconstruire l'État. 2, il y a un problème de leadership. Quel est cet homme et cette femme qui est en train de concevoir les politiques et capable de les faire appliquer? Puisque être un leader, c'est aussi, comme l'a dit le président Buyoya tout à l'heure, être en mesure de répartir les dividendes et les revenus nationaux de façon équitable entre tous les citoyens. Les inégalités, je suis d'accord avec lui, ça ne peut que conduire à des frustrations qui vont amener, évidemment, à ce que les gens n'aient pas d'autre recours que de prendre les armes. C'est pourquoi moi j'insiste et je persiste dans ce que j'ai dit. Comme l'a dit mademoiselle Nelly, la question de la jeunesse, et je suis contre ceux qui disent que la jeunesse c'est l'avenir. Non, la jeunesse c'est l'Afrique maintenant et la projection de l'Afrique de demain. Si nous ne faisons pas de nos jeunes déjà des acteurs du développement maintenant et de la démocratie, il est tout à fait normal qu'avec les identités décousues par les colonisateurs, que nous n'avons pas pris le soin de reconstruire. On n'a pas reconstruit l'homme africain dans son identité. Qu'est-ce que nous avons voulu être? Qu'est-ce que nos leaders ont voulu que nous devenions? Eux-mêmes ne le savent pas. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Est-ce que nous nous sentons tous africains, frères et sœurs, ou nous sommes chacun dans son coin, divisés par 166 frontières dans 54 États, et chaque État a les yeux tournés vers la Chine, vers l'Europe, vers le Canada, vers les États-Unis d'Amérique? Il faut d'abord créer aussi l'État, et l'État dans les États, avoir cette solidarité au niveau des sous-régions. La solution, encore une fois, c'est dans les cas de conception d'abord, la planification, mais aussi la réalisation. Mademoiselle Nelly a eu raison. C'est bien d'avoir des idées, mais c'est mieux de les appliquer. Les idées sont là, mais il faut les appliquer. Justement, Nelly. En réalité, quand j'écoute le président Obasanjo, le président Buyoya et M. Kamerhe, je me rends compte qu'il y a un petit conflit sur les solutions ou la solution. J'estime qu'on n'a pas besoin d'un ordre séquentiel de solutions, c'est-à-dire d'abord l'agriculture, puis l'éducation, puis ceci, ou alors une seule solution, l'éducation ou bien la paix et la sécurité. Nous sommes 1 milliard en Afrique.
Nous sommes nombreux et nos gouvernements, vous les connaissez bien, sont pléthoriques. Il y a 60 ministres au Cameroun. Le président du Ghana vient de nommer 110 ministres. S'ils leur disent à tous, toi, ton domaine c'est l'éducation, toi c'est l'emploi, toi c'est l'agriculture, je veux des résultats dans 3 mois. Avec tout ce beau monde, je vous assure qu'on peut avoir des résultats d'ici 1 an. Donc. Président Bouyoya. Oui, je voudrais d'abord être d'accord avec Béli, parce que faire les armes, c'est construire la paix. Ça ne peut pas être, à mon avis, un objectif de court terme. C'est un objectif de long terme et qui sera atteint à travers une stratégie ou des stratégies multisectorielles. Dans le Sahel, nous avons, avec d'autres, essayé de mettre en œuvre ce qu'on appelle la stratégie intégrée de l'Union africaine pour le Sahel, qui repose sur 3 piliers. Le développement, parce que tous ces problèmes des jeunes et des autres ne seront résolus qu'à travers le développement. S'il n'y a pas de développement... C'est eux qui combattent de toute façon, ce sont les jeunes qui sont sur le champ de bataille. La gouvernance. Il y a beaucoup en Afrique d'erreurs, de manquements au niveau de la gouvernance qui sont source de conflits. Tous les défauts, les élections mal organisées, les mandats trichés, les alternances qui ne marchaient pas, les modifications de la Constitution, ainsi de suite. C'est source de conflits. Alors, mais aussi la sécurité. Je pense que dans toute société, même les plus développées, il faut que les États gardent une capacité de maintenir la paix et la sécurité. Parce que les malfaiteurs, il y en aura toujours. Même ceux à qui on ne pense pas aujourd'hui. Bon, en 2010, le terrorisme n'était pas une menace. Aujourd'hui, le terrorisme est une réelle menace. Si les États du Sahel, par exemple, n'ont pas une capacité de faire face au terrorisme, il n'y aura ni le développement, ni la bonne gouvernance. Alors, on a souvent dit, pendant des années, que les conflits en Afrique étaient des conflits importés, des conflits suscités par des grandes puissances qui avaient besoin de ces conflits-là pour pouvoir s'enrichir sur les minéraux du continent. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez l'ensemble des conflits auxquels on est confronté, c'est encore le cas? Yes. Oui, ceux qui viennent de l'extérieur ne nous ont pas laissés en paix. Nous en avons parlé hier, ici. L'Union européenne avait un plan pour régler la situation en Libye. Si l'Union européenne avait été toute seule à gérer la situation en Libye, le fouillis libyen que nous avons maintenant, et qu'Obama a dit regretter ici l'année dernière, ne serait pas ce qu'il est. Nous avons cela. Et c'est la situation en Libye qui a contribué à détériorer celle au Mali, à développer Boko Haram et à aggraver celle en Somalie. Il faut s'en rendre compte. Donc, quelle qu'en soit l'origine interne des conflits, certains sont liés. Et Boko Haram en est un exemple. Si la Libye n'était pas tombée dans le chaos que nous connaissons, Boko Haram n'aurait pas pu s'en nourrir et grandir. Si la Libye n'était pas tombée en morceaux, comme ça a été le cas, alors peut-être la situation au Mali n'aurait pas été ce qu'elle a été. Il nous faut donc faire ce que nous avons à faire en interne. La gouvernance, le développement, la démocratisation, promouvoir la cohésion nationale et l'intégration africaine. C'est aussi très important. Lorsque nous aurons fait tout cela, nous devrions dire à ces bien-pensants qu'ils n'ont pas à mettre leur nez dans tout. Un exemple de cela, dont j'ai parlé hier, c'est la Gambie. Nous avons géré la Gambie. Si nous avions laissé les choses se faire, laissé le pays se putréfier comme une plaie gangrénée, nous aurions aujourd'hui des pouvoirs étrangers qui chercheraient à y mettre leur grain de sel. Nous avons géré, résolu la situation entre Africains. Vous avez convaincu Yahya Jammeh de laisser le pouvoir après. Oui, nous avons convaincu Yahya Jammeh de quitter le pouvoir. Merci à nos dirigeants.
Le nouveau gouvernement a dit qu'il est parti avec de l'argent. Je ne sais pas combien il a pris, mais qu'il prenne l'argent et s'en aille, sans faire d'histoire, qu'il quitte le pays en paix. Un dirigeant qui s'accroche au pouvoir, s'il demande de l'argent, donnez-lui de l'argent et qu'il parte où il veut pour qu'on puisse avoir la paix dans ce pays. Il y en a quelques-uns dans ce cas. Qu'on leur dise, si c'est de l'argent que tu veux, prends l'argent, va-t'en. Reste-y et laisse donc le pays en paix. Oui, mais dans le même temps, on avait fait une proposition à Charles Taylor qui est venu chez vous et on a fini par l'arrêter. Il se trouve aujourd'hui à la Cour pénale internationale. Oui, encore une fois, c'est à cause d'interférences venues de l'étranger. Avant que Charles Taylor soit fait prisonnier, j'avais discuté avec les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Et ils avaient dit, allez-y. Et nous avons donné à Charles Taylor un lieu de résidence au Nigeria. Il était satisfait. Charles Taylor avait déjà prévu de se reconvertir en marchand et en fermier. Nous lui avons donné des terres à Calabar, où il devait cultiver. Il avait déjà obtenu des fonds. Et puis, que s'est-il passé? Nous avons eu un président démocratiquement élu au Libéria. Et les États-Unis ont dit, si nous vous aidons, vous devez vous occuper de Charles Taylor. Ils sont revenus sur leurs promesses et bien sûr, le nouveau président qui avait besoin d'aide leur a permis de régler le sort de Charles Taylor. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça a rendu presque impossible toute tentative diplomatique pour dialoguer avec quelques dirigeants africains que ce soit. Parce que maintenant ils disent, regardez ce qui s'est passé avec Charles Taylor. Charles Taylor avait été élu, il est important de se le rappeler. Il était encore en cours de mandat. Mais on a réussi à le convaincre de partir et de laisser le pays en paix. Ce n'est pas la même situation qu'avec Jammeh. Jammeh avait fini son mandat. Il devait partir. Charles Taylor avait encore du temps. Mais il a accepté de partir. But what about Burundi? Well, since President Buyoya is here. Je vois le président Buyoya qui rit. Le président Buyoya est là. Since President Buyoya is here, I will not assume to know. Je ne prétendrai pas savoir ce qu'il en est du Burundi. Mais je dirais ceci. Comme je l'ai dit de Yahya Jammeh, si le président actuel du Burundi, une fois son mandat terminé, veut partir avec de l'argent, qu'il le demande et nous organiserons une collecte. Mais s'il décide qu'il veut changer la constitution et se maintenir au pouvoir, je pense que le peuple burundais et les millions d'Africains qui croient encore en la démocratie, qui croient encore en leurs dirigeants, en leur gouvernement, ne l'accepteront pas. Puisque l'occasion m'est donnée, je pose la question au président Buyoya. Dans votre pays, comment se résout cette question qui risque d'enflammer le territoire? Ce qui se passe au Burundi, il faut le placer dans le cadre global de l'Afrique. C'est ce que nous disions. Comment construire la paix? C'est le problème de gouvernance. Quel est le problème là-bas? C'est le problème de gestion des mandats. Mais voilà une crise grave qui déstabilise le pays, qui fait perdre au pays tous les gains qu'il a obtenus les 15 dernières années, mais qui en réalité donne l'origine à la décision des hommes, des leaders. Alors cette question est dans les mains des Burundais d'abord, et puis dans les mains des leaders de la région. Qu'est-ce que je peux dire? J'espère que la région aidera les Burundais à trouver une solution. On espère qu'ils trouveront finalement une solution, comme vous le dites. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Merci, monsieur, d'avoir accepté de venir en débattre. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même